Salut tout le monde, on est mercredi soir. Bien sûr, je vous souhaite la bienvenue dans ce petit direct. Pas la même cam, ça fait bizarre. Est-ce que le son est bon? Salut, laissez-moi vos commentaires. Alors, bienvenue à ce LTR Solutions, pour ne pas le nommer autrement. J'espère que tout le monde va bien. On était nombreux aujourd'hui à penser à comment s'est passée cette procédure hier. Et je vous remercie aussi. Merci pour vos bons mots. Merci pour votre encouragement. Merci aussi pour vos partages de ce présent live. Effectivement, comme plusieurs le savent, qu'on soit témoin un peu de ce qui se trame autour de nous, quelles sont les possibilités de faire justice au Québec. Il y a beaucoup de monde qui se questionne, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, il n'y en a plus de justice au Québec ». C'est quelque chose qui me questionne tout le temps parce que, comme vous savez, moi, c'est pas que j'y crois, mais c'est que je tente aussi de faire des processus pour faire entendre ma justice, en fait, mon cas. Il paraît que je suis fatiguée, hein? Mais pour en parler, en fait, de ces procédures-là, vous le savez, j'aime ça inviter Alexandre Galarno, qui lui aussi tente des procédures, donc c'est fun d'entendre parler. Puis aussi, c'est ensemble aussi qu'on travaille tout ça parce qu'il n'y a rien de facile. Mon petit minou vient de se joindre à nous, donc je vais tout de suite inviter Alexandre à venir nous rejoindre, puis on va pouvoir en parler le temps que je me réveille aussi. Salut Alexandre, comment vas-tu? Salut Carole, ça va toi? Ça va bien, le son est bon, tu m'entends bien? Ouais, Excellent, moi aussi je t'entends bien. parfait. Je suis fatiguée. Oui, ça a été éprouvant. Oui, ça a été beaucoup de travail, mais c'est ça, les derniers jours, on n'a pas de secrétaire, hein, tu sais à quoi ça ressemble, un cahier de sources. Si seulement on avait des secrétaires. Ah oui, comme ça fait une belle job quand on a une secrétaire avec le travail. Oui, c'est beaucoup de travail à la fin, mais tu le sais, vous en faites des procédures. D'ailleurs, on va se refaire un spécial aussi pour parler de la suite parce que Ouais. aujourd'hui, tu avais une procédure qui n'a pas eu lieu. On va en parler de Oui, toute façon. On va se garder des petites histoires croustillantes pour la fin. Fait que restez jusqu'à la fin. Ce ne sera pas un live qui va être vraiment très, très long. Mais je sais qu'il fallait que je revienne sur les procédures d'hier. C'était mon recours l'article 76 qu'on appelait, hein, oui, on a eu des capsules là-dessus. Si vous n'avez pas vu notre petite capsule sur qu'est-ce que c'est un article 76, parce que pour les non-initiés, ça ne veut absolument rien dire. On a notre petite capsule, je la mettrai dans le descriptif du live pour ceux qui ne l'ont pas vu. ouais, c'est une bonne idée. Oui, on y parle de l'arrêt Oak. On y parle de ces critères pour qu'une loi, comme la loi sur la santé publique, qu'elle soit, disons, pas trop inconstitutionnelle, qu'elle respecte certaines normes, qu'elle ne vienne pas comme ça enfreindre les droits et libertés de la population. Mais en tout cas, si elle le fait, que ce soit de façon minimum. C'est ça que je discutais hier durant la procédure devant la cour parce que ça se passait à Drummondville. Puis il y Mais avait le pas hier, procureur. Carole, tu n'étais pas sur le fond, tu étais sur une demande en rejet. Tu te battais contre une demande en rejet hier, c'est ça? Ah, c'est ça, exactement. Ce n'était pas la procédure que je procédais, hein, c'était pas l'article 76. Cette annonce, c'était le procureur général, donc le gardien de nos droits, qui a, qui a décidé, c'est sa job, hein, qui a contesté, dans le fond, hein, de rejeter, de contester, de s'objecter. C'est la job du gouvernement. On le comprend. Tu me dis ça souvent, hein, tu me dis c'est sa job. Ouais, mais c'est la première chose qu'ils font. Tu déposes un document, puis eux autres, ils disent ah non, ça devrait pas être entendu par la cour, puis ils essaient de t'avoir de même, là. Ça rajoute des audiences au bout de la ligne. Ça
Ça fait perdre du Excellent temps, mais point que tu marques parce que comme j'ai fait remarquer hier, j'ai dit au procureur général, puis je m'adressais à Madame la juge, je lui disais, tu sais, hey, c'est sa job, le gars, là, de faire ça, de nous protéger. Puis, au lieu de nous le faire, il vient s'objecter à ma requête. Je dis, c'est pas trop fort. Non, non, j'ai pas dit ça non plus, là, mais tu sais, on a ici là, les. Attends un petit peu, c'est parce que mon écran il devient tellement brillant sur cette caméra. On a ici les cahiers de sources. Je le cache parce que j'ai des adresses dessus, mais c'est le mien. yeah. Puis là-dedans, ben, qu'est-ce qu'on retrouve ici aux onglets? C'est pour ça qu'on produit ce genre de cahier. On retrouve les jugements de tous ceux. Ça, c'est le cahier de source du procureur général. Donc, lui, avec toutes ses connaissances, avec tous ces onglets-là, vous voyez, là, c'est quand même ben, il s'est comme opposé à ma demande, avec force, avec beaucoup d'acharnement, puis Beaucoup de conviction. beaucoup. OK? Fait que c'est ça, procéder en cours. Puis comme tu disais, à chaque fois qu'on présente une demande ou n'importe quelle procédure, eux autres, bang, 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 ils sont toujours prêts, sont une grosse équipe. Puis il y a même plusieurs avocats qui travaillent ensemble parce qu'ils étaient au courant à la Cour du Québec de mon dossier à la Cour supérieure. Puis c'est pas les mêmes avocats. Ça veut dire qu'ils ont accès au dossier, c'est sûr, mais en tout cas, le procureur général a tout de suite dit que ma procédure, qui était l'article 76, était changée, puis que c'était pareil comme le pourvoi que je présentais. Là, je vais m'expliquer là-dessus parce que les gens doivent se dire on comprend rien. Là. Mais le pourvoi, en effet, qui est à la Cour supérieure, lui, c'est juste que, dans le fond, on débat la même chose. C'était ça qui était le point qui était à débattre parce qu'il y a encore litige. Même chose quand vous avez présenté aussi votre pourvoi. Hein? Vous autres Oui, aussi, ben c'est c'était ça. un rejet de pourvoi. Oui, oui, il s'opposait, il disait justement, vous devriez aller débattre de ça à la Cour du Québec. Puis moi, à la Euh, Cour du Québec, ils me disent tu devrais aller à la Cour supérieure. C'est pas ici qu'on parle de ça. Puis à la ah Cour ben, ok. supérieure, on me dit c'est pas la Cour supérieure la plus compétente. La Cour du Québec est compétente. Fait que va-t'en faire ça à la Cour compétente. Vous comprenez le jeu du yo-yo, il se pitch la balle. Est-ce que ça vous surprend? Tout pour nous faire perdre du temps, puis ben, ça marche en bout de ligne, là, c'est ça qui est plate. Oui, ça marche en bout de ligne. Fait qu'hier, ça a été ça un de mes points, c'est que, garde, c'est pas ça ta job. Ta job, c'est justement de garder, de t'assurer que les lois sont, sont justement Ils sont bien respectés. défendues par toi. Donc, ben, c'est ça, là, le procureur faisait sa présentation de pourquoi la juge devrait rejeter, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, qu'est-ce que nos requêtes, hein, finalement, parce que dans le cahier de sources du procureur, il y a les requêtes de tout le monde qui sont passées avant moi. Donc, là-dedans, j'ai la procédure de maître Gloriane Blais, qui faisait Ah la même ouais. procédure, qui se retrouve ici la dernière. Mhm. Ouais. Comme la dernière fois quand j'ai fait la demande de suspension, puis qu'il y avait une jurisprudence contre moi, puis c'était votre procédure, Ouais. ben là, c'était celle de Gloriane Blais, que le procureur. Dans le fond, qu'est-ce qu'il fait le procureur? C'est qu'il utilise tous tes jugements qui ont été à peu près dans ta situation, qui ont été jugés dans la situation que lui, il veut obtenir. Hein? On appelle ça du Ouais, c'est ça. cherry-picking. Ouais, c'est ça. Tu vas chercher juste les parties qui t'avantagent, puis tu vas pas chercher comme l'histoire au complet. Exactement. Fait que là, le monde comprenne un petit peu mieux, peut-être c'est quoi une game. C'est qu'il faut peut-être trouver
le plus possible de jugements qui ont été en ta faveur pour aller battre. C'est comme une game de risque. Ouais, mais en même temps, on se l'est fait dire aussi, là, je pense que c'est la cour d'appel. Que ce soit à la cour d'appel ou à un moment donné, quand on est passé à la cour supérieure, là, ils nous ont limité le nombre de jurisprudences à 10. Donc, on ne pouvait pas aller en chercher énormément, Ah ouais. mais il fallait aller chercher les plus importantes, ceux qui allaient, euh, Ah ceux oui, qui étaient maîtresses dans la justification. Donc c'est ça, c'était vraiment aller chercher les meilleurs. eh ben. Ouais, ça nous est arrivé une fois. C'est sûr que c'est pour ça que quand je vois un cahier gros comme ça, nous autres qui a eu 28 onglets, à un moment donné, ils disent toutes la même chose, là. Ça te sert à quoi? Là? T'en as-tu des vraiment fortes ou c'est juste un cas comme ça? Puis là, tu l'as pas mentionné, mais tous les cas, là, la dernière fois, c'était Lauzon qui ont utilisé, cette fois-ci Oui. Gloriane, mais c'est des jugements qui sont en appel. Puis le juge, finalement, dans ton jugement, il l'a mentionné, le, le dossier est en appel, mais blablabla, blablabla, puis là, ben finalement, on refuse. C'est comme, ben, c'est bien beau, mais tu vas en appel pour revenir contre un jugement. Puis, en attendant, il n'est pas censé d'être appliqué, mais le juge le prend en considération quand même. C'est pas censé, mais c'est des choses qui arrivent malheureusement. Ça, c'est ton cahier de source, ça. C'est celui du procureur général. Ah, ah, ah. Je vais montrer un petit peu comment la table des matières, qu'est-ce qui est mis dans la jurisprudence? Ben, on met, par exemple, la loi sur la santé publique, parce que c'est celle-là, dans le fond, qu'on essaie de démontrer son inapplicabilité Mhm. selon certains articles de loi qui sont inapplicables. Puis moi, dans ça, je demande des normes de contrôle qui sont plus au niveau du contrôle judiciaire, du pourvoi en contrôle judiciaire, mais à les entendre parler, la Cour du Québec serait compétente à pouvoir appliquer certaines normes de contrôle. C'est des normes de contrôle, moi, comment je vois ça, là, c'est un petit peu, tu sais, tu prends le jugement, un de ces jugements-là, puis tu fais, ouais, ça prend une norme de contrôle. Tu sais, comme un processus d'habilitation dont la loi sur la santé publique n'a jamais passé. Il n'y a jamais personne qui a dit peut-être que. En fait, ils l'ont dit, mais ils n'ont jamais pu mettre en application des changements, des amendements de cette loi sur la santé publique qui est complètement coercitive, qui donne beaucoup trop de pouvoir au gouvernement parce qu'elle n'avait jamais été appliquée. Oui, c'est ça qui expliquait. J'ai vu ça à Guy Mongrain en 2005. La loi, on va le rappeler, là, c'est une loi qui a été faite en 2001. En Donc, 2001, en 2005, c'est un avocat qui était passé à Guy Mongrain. c'était Puis, Maître Jean Dury. ah, c'est ça. Puis, il avait expliqué ça, que justement, ça l'a pas, puisque ça n'a pas été mis en application, ben, ils n'ont pas La pu. loi sur la santé publique. Ah, tu Excuse-moi. l'as? Ben oui, vas-y. Non, Oui, vas-y, oui, tant oui, qu'à mais ça. je voulais pas qu'il parte tout de suite, là. Je voulais que tu aies le temps de finir ta phrase. Puis oui, j'ai Ouais. l'entrevue, fait que continue ta phrase, on va l'écouter tout de suite Ouais, ben, après. il va l'expliquer mieux que moi, mais c'est ça, là. Justement, on ne peut pas aller contre la loi si elle n'a pas été appliquée parce qu'il n'y a pas eu de préjudice. Donc, Excellente suggestion. On va écouter Maître Jean Dury qui a tourné cette entrevue-là à Jean-Luc Mongrain dans le temps où les médias faisaient des débats puis qui invitaient des invités dans ce temps-là. Dans le bon vieux temps, ça se passait de même. Dans ce bon vieux temps. Puis je voulais juste vous dire que je te l'ai déjà conté, Alex, que j'ai déjà rencontré Maître Jean Dury en tout début de crise. Puis je m'occupais beaucoup des parents dans ce temps-là, puis j'essayais de trouver des solutions pour les aider. Puis j'y croyais donc qu'on allait trouver tout le monde ensemble cette solution. Puis je l'avais rencontré.
Puis il me dit, je dis, ah, j'en reviens pas que cet enfant-là, en 2020, c'était un de mes idoles parce qu'il avait parlé, lui, ça faisait bien des années qu'il avait déjà dit que cette loi-là était comme ça. Puis j'avais dit, comment vous voyez les solutions, comment vous voyez l'avenir en tant qu'avocat? Vous continuez à procéder malgré le fait que vous savez que cette loi-là est en application. Il dit, ah, moi, vous savez, ça fait longtemps que je ne crois plus au système de justice. Il dit, je fais juste défendre des profs. Il fait juste défendre des professionnels à cette heure de sens des petites affaires, mais il dit, je continue. Il dit, je continue, Carole. Il dit, il faut juste pas arrêter, il faut continuer, puis il dit, il faut faire ce que tu fais. Fait que j'avais trouvé cet exemple, ce grand homme que, selon moi, un grand constitutionnaliste, je l'avais trouvé sage, mais un petit peu déprimant, là. Mais regardez ce qu'il a réalisé aussi du haut de ses connaissances. On va aller l'écouter tout de suite. Je vous laisse la vidéo. C'était, comme disait Alex, une émission à Jean-Luc Mongrain avec Maître Jean Dury. On l'écoute. Décrété en décembre 2001, suite au problème qu'on a connu aux États-Unis le 11 septembre 2001, la loi décrète que le ministre, à son article 118, le gouvernement peut déclarer un état d'urgence sanitaire dans toute ou partie du territoire. Il peut déclarer un état d'urgence sanitaire et à l'article 123, au cours de l'état d'urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, c'est-à-dire le Code civil, le gouvernement ou le ministre, s'il a habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population, ordonner la vaccination obligatoire. Voici le problème. Donc, vous me dites, on est dans une situation où on anticipe le pire, un gouvernement pourrait arriver, mettre une loi là et... Hey, en 2005, là, c'était fou là, de penser ça, là, que ça pouvait être possible. Là. C'est intéressant de voir la réaction de Jean-Luc. Hein? Oui. Faire en sorte de dire, vous, Dury, vous passez, qu'on vous vaccine. Le ministre peut, Dr Bolduc, peut, dans les 48 heures, s'il y a urgence, le décréter lui-même. Seulement le docteur peut le faire. Et un juge de la Cour municipale peut forcer un citoyen à aller subir le vaccin. Alors, je trouve ça incroyable que le Code civil décrète que c'est un juge de la Cour supérieure qui peut obliger des soins quand ils sont requis. D'ailleurs, la jurisprudence en matière de soins requis dans le Code civil, à l'article 16, on a décrété que ça comprenait les soins préventifs. Donc, la question est réglée. C'est pas juste les soins curatifs. Alors, la personne qui dit, ben, c'est pas un soin curatif, ça, c'est un soin préventif. On l'a inclus. Alors, déjà, les cours se sont enlignés sur le sujet et ont décrété que ça comprenait. Donc, on doit en déduire qu'ici, en Cour supérieure, étant donné que ça a déjà été décidé, la question ne se soulève plus. Mais ce que je trouve absolument... Qu'est-ce que vous voulez dire? Parlez-moi pas d'avocat. Là. Quand la question ne se soulève plus, ça veut dire que... Ben, c'est accepté d'emblée. D'emblée, on peut avoir quelqu'un, un homme peut dire, tout tu te vaccines. Un seul docteur dans la province de Québec peut obliger la province au complet d'être vaccinée. Je lui coupe un peu la parole parce qu'au début, il mettait la mise en situation. 2001. Tout de suite après que les tours soient tombées, plusieurs gouvernements du monde entier ont rédigé une loi sur la santé publique, dont le Québec. C'est de ça dont on parle. Et c'est la loi. Maintenant, un juge de la Cour municipale et de la Cour du Québec, mais j'en viens pas quand j'ai vu ça, Cour municipale. Ça, c'est le même gars de l'étiquette, là. Alors, remarquez bien, je ne vais pas dénigrer les juges. Non, pas du tout, c'est pas mon discours. C'est que d'une part, vous avez la Cour supérieure quand c'est les soins requis, et puis tout d'un coup, le gouvernement du Québec... C'est le même gars de l'étiquette. Que c'est la Cour municipale. Bon, maintenant, moi, ce que je dis publiquement, voici mon opinion, parce que je réfléchis... Allez-y, puis après ça, on va à la pause. Mon opinion. Si jamais le gouvernement décrète, ou le ministre, ou le gouvernement décrète une telle état d'urgence, il va y avoir une réticence absolument jamais vue au Québec. Jamais vous aurez vu autant de désobéissance civile. Ça n'a même pas... on ne réalise pas à quel point il va y avoir obstruction à cette loi-là. Et ça, il faut y songer. Pour d'autres choses que des seules raisons médicales. Écoutez, faites votre propre enquête. Vous avez un blog. Demandez à la population, voulez-vous un vaccin forcé par une multinationale qui a des intérêts financiers? Bonne question. Pour une grippe qui adapte, écoutez, ça circule partout sur le net. Il y a quelques centaines de morts dans le monde. Il y a des 50 000 morts, 100 000 morts des grippes ordinaires. On ne comprend pas. Et c'est
mur à mur, partout sur Bon, le net, voilà. vous voyez ça. Là, on a Alors, le nez du la problème. population n'est pas dupe. Si on impose un tel vaccin, il va y avoir révolte. Je veux dire, là, et tous les discours sont ouverts. On entend de part et d'autre, là, vous parliez tout à l'heure de vastes conspirations, mais je vous dis, mon opinion, c'est que, imaginez, un juge d'une cour municipale va obliger un individu de prendre un vaccin et sur 1 sur 40 000, il y a décès, admettons, et la personne qui est obligée d'aller prendre un vaccin forcé décède, ou son enfant décède. Imaginez l'impact, et puis les jurisprudences ont déterminé que le bien public l'emporte sur le bien de l'individu. Donc, s'il y a décès à l'occasion, puis ça, là, je vous dis pas ça en n'ayant pas fait de recherche, mes recherches sont faites. Allez sur le nvic.org aux États-Unis, c'est l'organisme le plus sérieux en matière d'analyse des vaccins et des effets secondaires. Il y a des dommages collatéraux du vaccin. Écoutez, le swine flu, la grippe. Il y a des dommages comme collatéraux, hein? C'est ça. 1 sur 40 000. C'est ça qu'on a, ces vaccins? Il est comme pas loin de... Il parle de la grippe. Il est pas loin de la réalité. C'est ça, hein? Il est vraiment pas loin. Je suis peut-être un plus 1 sur 4 000. C'est fois 10 que les spécialistes disent qu'il faudrait calculer. Ah, mais il avait raison de se poser ces questions-là à l'époque, hein? Mais oui. C'est drôle parce que c'est un peu ça. Il avait raison. Ça va être incroyable, le nombre de personnes. Tu sais, l'article 123.7 aussi, la 123.1 dont il parle dans cet article de la loi sur la santé publique oblige la vaccination. La 123.3, elle oblige que tu donnes tes informations. Ça aussi, c'est un méchant problème. L'Université de Montréal l'ont vécu durant la crise de 2020. Il a fallu qu'ils donnent des informations. Les informations ont été volées. Ça a fini en catastrophe. Mais ça, c'est à cause d'un des articles de la loi 123 qui dit, on va la mettre à l'écran, ça va être encore plus court, la 123.3 qui dit que le gouvernement, lui, il a le droit d'aller fouiller dans ta vie privée, il a le droit de prendre tes documents. Puis, en fait, c'est l'obligation du citoyen de les remettre. C'est vraiment terrible, cet article de loi-là. Je comprends la réaction de Maître Dury. Donc, comme on disait, elle a été mise en application. Elle a été mise en 2001. En 2005 à 2009, Jean Dury a tout fait pour amender, mais il ne veut pas l'amender parce que, comme tu disais tantôt, elle n'avait jamais été mise en application. L'article 123, ben voyons, le premier, ordonné, je pense que on le répétera jamais assez, c'est de ces articles-là que nous attaquons devant les tribunaux afin qu'ils soient, comme l'explique très bien Maître Jean Dury, amendés, abrogés ou revus, parce que là, elle a été mise en application. Là. On l'a su. Donc, ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d'une partie de celle-ci contre la variole en 2020. En 2001, là, il n'y en avait pas d'H1N1, il n'y en avait pas de SRAS-CoV-2. Donc, c'était une probable pandémie de peut-être la variole ou toute autre maladie, finalement. Ils ont mis ça large, contagieuse, menaçant gravement. Ah, il y a quand même des mots qui pourraient être revus en chambre. Qu'est-ce que c'est grave? Est-ce que ce sont les deux, comme le dit Maître Jean Dury, en 2009, il n'y a pas eu plus de morts, il y a même peut-être eu moins de décès que de la grippe ordinaire. Mm-hmm. Puis la première année COVID, il y a eu à peu près le même nombre de décès que la grippe saisonnière. Après ça, tout a descendu à cause des mesures, à cause de les gens n'allaient plus à l'hôpital, puis ils n'osaient plus sortir, puis parce que... Ben là, c'est descendu la mortalité en bas de la normale, puis ils nous ont maintenu les mesures sanitaires, alors qu'au Québec, on vivait dans une courbe complètement sous la normale du taux de mortalité qu'on vivait dans les 10 dernières années. J'ai fait des capsules là-dessus, j'ai démontré, je sortais les statistiques de l'INSPQ, Statistique Canada. Allez voir par vous-même le nombre de morts, donc gravement la santé. Est-ce que cette dernière petite grippe,
Là, le monde capote quand on dit ça. Ben oui, c'est une grippe. C'est une grippe qui a emporté certaines personnes âgées. Comme dans toutes les grippes saisonnières, il y a toujours 1000 décès de personnes âgées par mois en moyenne. Fait que quand ils vous disaient « il y a 800 décès », ben, tu veux qu'on fasse quoi? Il y en C'est a moins 1000 pire que d'habitude. d'habitude. Fait que ça, c'était juste d'aller jouer dans la tête des gens qui n'en savaient rien. Parce qu'il suffisait d'aller prendre les statistiques, OK. Ah, ben là, en 2017, il y a eu 500 morts de plus le mois de février que le mois de mars, février 2020. Là, tu te dis, pourquoi qu'ils déclarent cette pandémie? Là, tu te dis, ça n'a pas de bon sens. Il y a moins de morts, puis vous irez voir. Puis j'ai fait des petites capsules là-dessus. Fait que j'en parlerai pas plus, mais gravement la santé, ça serait vraiment intéressant. C'est pour ça qu'on veut que ces articles de loi-là soient amendés ou abrogés. C'est pour ça qu'ils ont inventé la COVID longue après, pour dire que la COVID affectait à long terme les états neurologiques de ton nez et ton cerveau. Puis qu'il y en a qui en revenaient jamais s'ils étaient comme tout le temps en COVID, eux autres. Ouais, mais Symptômes secondaires d'avoir attrapé la COVID. ça, Alex, la COVID longue, là, c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai trouvé un très, très gros conflit d'intérêts concernant cette pseudo-COVID longue qui sont, dans le fond, des ramassis de toutes sortes de maladies. Hein. C'est vraiment un manque d'information parce que quand tu vas le voir, donc, ils prennent un ramassis de diagnostic de plusieurs maladies, dont, par exemple, la fibromyalgie, qui est un mal dans l'air, que les personnes sont fatiguées, des maux de tête, des fois, ça peut être cognitif, c'est de la douleur, toutes sortes, un paquet de symptômes, vous irez vérifier, et c'est en fait mené par un laboratoire de l'Université de Montréal, et c'est sûr qu'il y a conflit d'intérêts. Parce qu'il faut s'imaginer que les scientifiques au Québec qui n'ont pas tant d'argent que ça, hein? Puis ils veulent un peu tous, hey, quand tu étudies là-dedans, puis tu es un scientifique, puis tu t'imagines qu'avec tes inventions, tu vas sauver le monde, là, ben, tu veux du cash dans tes projets. Puis il n'y en a pas de cash pour les scientifiques. Fait que c'est en 2015 que le professeur Benoît, je veux pas, Benoît, là, celui qui est invité à TVA, puis c'est l'expert virologue, celui qui s'est opposé aussi à Patrick Provost, celui qui est à la commission, Benoît Barbeau. Ben lui, c'est un scientifique qui fait longtemps qu'il est ici. Puis en 2015, on demandait déjà son opinion. Puis il disait que c'était fou comment la science était corrompue. Il disait que les gens faisaient des trucs incroyables juste pour obtenir des bourses, qui étaient prêts à falsifier des documents, qui avaient du plagiat, qui n'avaient aucune législation qui encadrait la remise des bourses des universitaires pour entreprendre leurs travaux. Lui, d'ailleurs, qui était notre expert COVID, à chaque fois qu'il était temps de parler, il venait à TVA pour dire des choses. Ben lui était lui-même avec une chaire de recherche de plus d'1 million de dollars de la part du gouvernement. Fait que tu penses-tu que ça ne faisait pas plaisir de dire toutes les choses que le bon gouvernement voulait bien qu'il dise? Mais dans le cas de la COVID longue, c'est un peu la même chose. La chercheuse qui a donc parti cette recherche est une de ces scientifiques avares de bourses et de conflits d'intérêts à qui on a remis un centre de recherche. Et quand ça concernait la COVID, là. Ah ouais, hein, il sortait de l'argent. Elle a eu un centre de recherche, elle a eu une équipe au complet pour faire ses travaux sur la COVID longue. Et c'est drôle parce que avant la COVID, elle faisait déjà les mêmes travaux. OK? Elle n'a même pas changé la définition de ses travaux. Elle a juste pris ses anciens travaux, puis elle a repris le cash, puis elle a appelé ça la COVID longue. C'est merveilleux. Fait que c'est un petit peu ce genre de corruption-là que Maître Dury nous met un petit peu en garde. La numéro 2, la fermeture des établissements. Bon, la 3,
ordonner à toute personne, c'est celle-là, ministère ou organisme, de lui communiquer ou de lui donner immédiatement accès à tout document ou tout renseignement en sa possession. Tu peux me dire qu'est-ce que ça vient faire pour protéger la population, ça? D'aller chercher tes renseignements personnels puis t'exiger que tu donnes tout document au gouvernement. Ben, en fait, par exemple, là, si le gouvernement voudrait savoir ce qui se passe avec le vaccin, comment ils le font, qu'est-ce qu'il y a dedans, il pourrait exiger d'avoir les documents puisqu'on est en état de pandémie, puis qu'il faut faire ça vite, 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 puis il voudrait avoir accès aux résultats. Donc, techniquement, le gouvernement savait exactement les résultats, les vrais résultats de Pfizer et Moderna qui sont sortis par la suite. Les résultats assez scandaleux finalement parce que ça disait absolument pas ce que le gouvernement nous promettait. Puis, non, il était supposé d'être sûr et efficace. Efficace, mais oui. Fait que ça, le gouvernement, en fait, tu peux dire qu'il ne savait pas, mais la loi est faite pour qu'il puisse ordonner toutes ces informations-là. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que tu viens de dire? C'est très ça. C'est une loi qui est faite pour ça. Oui, celle-là, oui. Oui, celle-là, c'est sûr. Là. Interdire l'accès à tout ou partie du territoire qu'à certaines personnes et qu'à certaines conditions, ou ordonner, lorsqu'il y a un autre moyen de protection pour le temps nécessaire, l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire ou leur confinement et veiller, si les personnes touchées n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leurs habillements, ainsi qu'à la sécurité. Mon Dieu, ça ressemble à les camps. Les camps sont prêts pour, s'il y a une pandémie, on va vous chercher, on vous amène. C'est assez large, hein, le point 4 aussi. Oui, mais aussi, il faut se dire qu'ils ont essayé de faire la loi pour à peu près n'importe quelle catastrophe naturelle. Donc, que ce soit une tornade, que ce soit une inondation ou que ce soit une pandémie, ben, maladie, je veux dire, c'est dès que ça traite la santé publique. La santé, le fluor qu'ils ont mis dans l'eau, qui maintenant on le sait qu'il n'est pas du tout pour notre santé, vient de cette loi-là qui date de 2001. Fait que si vous avez envie que ce soit changé, les petits bouts qui mettent le fluor dans l'eau pour la santé de la population, ben vous irez fouiller dans cette loi-là. C'est quelques paragraphes plus haut, on parle de la fluorisation de l'eau comme étant un moyen que le gouvernement va mettre en place pour la population. Fait qu'on comprend mieux un petit peu quel est le sens de leurs mesures pour protéger la population. Point d'interrogation. Numéro 5, c'est ordonner la construction de tout ouvrage d'installation. À un moment donné, ils se sont mis à faire des centres de vaccination qui ont popé, des centres COVID qui ont popé, pop. Fait que là, ils ont pris de l'argent pour toutes des choses qui allaient être détruites quelques mois plus tard. Mais ça, c'est pas grave de dépenser comme ça pour rien, puisque la loi nous en donne le droit. Merci, mon très cher Alex. Ça me fait vraiment plaisir de me recrinquer le piton avec toi. Puis toi, je sais que tu as une bonne nuit de sommeil qui t'attend parce que je sais que tu travailles tôt. Puis on se refera un beau rendez-vous avec Denis pour discuter de ces démarches du 18 et 19 à Saint-Jérôme. Yeah! Un gros merci, Alex, et je remercie tout le monde. Merci pour vos partages. C'est effectivement pour nous qu'on fait tout ça, pour nos droits, nos libertés. Alors, merci de diffuser cette information sur vos réseaux sociaux. Puis ceux qui aiment ça, les petites vites, ben, prenez votre mal en patience. Prenez-les par petites bouchées, les vidéos, mais l'information qui est là-dessus, je pense qu'elle peut elle peut vous intéresser. Les vidéos de Maître Lampron puis Maître Valois, je les laisserai dans le descriptif de ces lives. Quelque chose à ajouter? Bonne fin de semaine? Ah non, c'est pas la fin de semaine encore. Seigneur, t'es trop tôt. Passez une excellente fin de semaine. Fin de la semaine jusqu'à la fin de semaine.
OK, Yes. merci. Non, j'étais bien Merci, content Alex. de participer. Merci beaucoup. Oui, c'est Bonne vraiment le fun soirée. de t'avoir, de t'accueillir, puis de pouvoir parler aussi de tout ce que tu fais à ce niveau-là. Bravo pour ton implication, pour ta persévérance, puis ton implication. Merci, mon ami, je t'aime beaucoup, puis je vous souhaite à tous une excellente bonne soirée, puis on se dit à bientôt. Bye, Alex! Yes, salut.